Alors, on a toujours trois idées, on a dit ça. Tout le monde voit l'écran? Oui. Quelques idées fausses encore sur l'impressionnisme qu'on va reprendre. La vitesse chez Monet et la loi des séries, et puis une petite ouverture sur la peinture du XXe siècle. Trois, quatre idées fausses. J'avais montré de la peinture académique qui s'appelle Gleyre, et c'est un peintre tout à fait classique qui peint ce genre de choses le soir, qui aura un grand succès dans les années 40. C'est le prof de Monet notamment. Et c'est dans son atelier, donc vraiment la peinture académique dans tout ce qu'elle a de convenu, on pourrait dire, même si la gamme de couleurs est quand même assez belle. Chez Gleyre, c'est une façon pour les artistes qui veulent réussir. J'ai beaucoup expliqué hier que les impressionnistes étaient moins révolutionnaires qu'on ne l'imagine. Je vais continuer à l'expliquer. Ils viennent dans un marché, dans un contexte. J'ai expliqué que Durand-Ruel était le grand marchand qui allait les soutenir et qu'il avait toute une stratégie vers l'international, d'exclusivité, de visite, d'ateliers. Et ces artistes viennent du milieu de l'académie. Ils y ont fait leur gamme. C'est là qu'on y croise Frédéric Basile, qui est un Montpelliérain qui mourra très jeune pendant la guerre avec les Prussiens en 70. Il n'aura pas le temps de connaître la célébrité. Pierre-Auguste Renoir sera parmi les quatre du groupe initial qui se rencontre chez Gleyre. Il est en train de peindre ici Sisley, qui est pour moi le grand peintre impressionniste avec Monet. Voilà Monet, qui est passé vite fait, tac. En autoportrait également, des années 60. Le troisième, voilà Renoir, qui peint Basile, le précédent. Première idée fausse, les impressionnistes seraient sortis en extérieur parce qu'ils avaient des nouveaux tubes et qu'on n'avait plus besoin de broyer les couleurs comme dans les ateliers avant. Eh bien, c'est faux, parce que c'est dès 1840 que Rand, le voici, avait inventé, un Américain qui avait inventé le tube de peinture qui permet, on avait inventé un principe de tube de couleur en verre. Vous savez sans doute que peinture à l'huile égale pigment broyé, agglutiné avec une huile, mais il faut que l'huile sèche. Si vous mettez une goutte d'huile sur un meuble, ça mettra très longtemps à sécher. Il faut donc trouver quelque chose qui va l'aider à accélérer le temps de séchage. Si on est précis, c'est une oxygénation, c'est-à-dire il va attraper avec ses petits bras musclés l'air qui est autour, ce qui fait que la toile, quand elle sèche, elle est plus lourde que quand elle est fraîche. Elle prend vraiment du poids. Et ceux qui ont joué quand ils étaient petits, il y a une petite peau qui se fait autour qui s'appelle la linoxine, on peut appuyer dessus, ça fait et puis à l'intérieur, c'est encore mou. Il faut donc que la peinture soit chargée avec quelque chose qui l'aidera à sécher. Ce sera soit du cicatif, du plomb, soit des huiles qui seraient naturellement cicatives. Une fois qu'on a ça, on peut travailler à l'huile. C'est l'invention de la peinture à l'huile que je viens de vous décrire. Elle date de la Renaissance avec les frères Van Eyck. Par contre, on devait à chaque fois broyer avec son huile sur son atelier, sur un support dur. Et puis, on devait jeter les couleurs, on devait se balader avec. Donc, la plupart du temps, les artistes comme Delacroix, comme les premiers qu'on voit travailler en extérieur, c'est à Barbizon, justement, parce qu'ils ont ces tubes pour pouvoir sortir. Avant, on avait des petites poches comme des vessies de porc qui permettaient de se promener, mais ça avait une durée de vie pas très longue. Donc, ce n'est pas par le tube de peinture que les impressionnistes sortent, puisque c'est inventé en 1840 et qu'eux arrivent, on l'a vu là, en 1867. Impression Soleil Levant, c'est 72. 66 ici pour Monet. On va développer Renoir et Sisley, les quatre du même atelier. C'est pas tout à fait, je l'ai dit hier, les impressionnistes qui ont eu l'idée de sortir en extérieur. Vous avez Pissarro qui est debout, qui va se joindre au groupe assez rapidement. Et puis Cézanne, et puis Guillaumin. J'aimerais justement avoir l'occasion de vous montrer quelques impressionnistes qui sont peu connus. J'ai pas mis Édouard Béliard, qui est le grand impressionniste qui fera les deux premières expositions impressionnistes, qui est au musée d'Étampes, parce qu'il en deviendra le maire, il arrêtera la peinture complètement. Donc, ce n'est pas les impressionnistes qui sortent en extérieur, mais c'est vrai que ce principe de tube, ce principe de train qui se développe, qui va permettre de suivre la vie bourgeoise et les loisirs qui commencent à arriver,
On peut faire une carte avec le trajet de Monet, puisqu'il vient du Havre et qui va remonter la Seine, Rouen, Paris. Il n'y a que Sisley qui descendra au sud, enfin la Seine en amont de Paris, et on peut se balader à Moret-sur-Loing, c'est très beau d'ailleurs. Voilà un spot où emmener sa copine ou son copain pour faire les malins, c'est moins loin que Honfleur et c'est tout aussi charmant. Ce sont les impressionnistes qui sortent, pas les premiers, mais qui sortent avec cette peinture de Renoir ici et Monet son équivalent en 69 à la Grenouillère, un endroit, on appelle ça un camembert au milieu, où les gens peuvent venir se baigner. Je vous l'ai montré hier. Voilà, le loisir en fait, la société des loisirs qui ne vient pas que des 30 Glorieuses, qui arrivera à ce moment-là. Par contre, ce qui s'invente avec l'impressionnisme, et c'est comme ça que Monet va nous servir de modèle aujourd'hui, c'est de simplifier. On dit diffracter la touche, c'est-à-dire mettre des touches côte à côte. On a des magnifiques, j'ai des métaphores pâtières. Nous avons des lasagnes ici qui ont tendance à se vriller un petit peu. Nous avons ici quelques spaghettis qui circulent avec peut-être même des macaronis qui vont en se tournant, des coquillettes. Voilà, puis par ici, des grands spaghettis allongés. Tout ça pour signifier, puisque en fait, les tâches sont des formes et donc les mots ont un peu de difficulté à le dire, que la façon de peindre, de poser la couleur, pinceau large, rond, brosse plate, carré, permet de faire des rythmes. Et si vous regardez ce qui est sous nos yeux, vous auriez presque du mal à me dire s'il a mis le foncé avant le clair et qu'est-ce qui a été rajouté. On peut juste constater une belle maîtrise, c'est que ici, là, on a un gratouillis au couteau qui vient casser un peu ces masses de noir. Et il a posé les masses de noir en épaisseur, posé du blanc en épaisseur également, et par-dessus, il est venu gratter. Tout ça pour rendre compte de l'effet de lumière qui l'intéresse. S'il y a quelque chose qui est particulier aux impressionnistes, c'est ça, un intérêt pour la lumière, mais qui est montré par la diffraction de la touche et la séparation. Même si cette définition va poser problème quand on parlera de Degas, de Cézanne ou de Caillebotte à partir d'après-demain. Alors, ce qui est particulier à l'impressionniste, ça on peut le dire, même si Delacroix avait un peu commencé, c'est une palette qui s'allège et qui supprime le noir. On verra lors de la séance sur le pointillisme que j'aime bien défendre parce que c'est une peinture qui n'est pas facile à aimer. Chevreul avait découvert, et on est à l'époque de Delacroix, dans les années 50, que les couleurs, les unes à côté des autres, se valorisaient. Chevreul, à qui on avait demandé la tapisserie des Gobelins, pourquoi est-ce que quand on met des rouges les plus puissants possibles, ça ne suffisait pas à être éclatant. Et Chevreul découvre la loi du contraste simultané, et ça vaut pour notre petit conseil beauté du jour. Vous êtes en plein été, c'est le moment de se pomponner, même les garçons. En fait, ça ne sert à rien de mettre des tonnes de rouge, il suffit de mettre un petit peu de vert à côté. Et ce qui donne la possibilité pour les gens un peu rougeaux d'éviter de s'habiller en vert, par exemple, ou au contraire, s'ils veulent exacerber un teint très pâle, de s'habiller en clair ou de s'habiller en bleu ou violet foncé pour avoir l'air tout à fait magnifique. On retrouve ça chez Monet un peu plus tard dans cette femme à l'ombrelle tournée vers la droite. J'aime bien montrer ça, c'est une petite synthétisation de sa palette, tout ce qui a été utilisé pour ça. Vous voyez, on n'a plus de noir, ce n'est plus le noir ou le brun qui va servir à foncer la couleur. Ce que Chevreul a appris aux artistes depuis les années 50, depuis Delacroix et sa merveilleuse palette qu'on avait vue sur les berges d'Étretat. Premièrement, pour foncer une couleur, et ça vaut pour tout, feutre, crayon de couleur, pastel, peinture, attention si j'en croise dans la rue qui ne ferait pas ça, on fonce une couleur avec sa complémentaire. Bleu dans du orange, orange dans du bleu, vert dans du rouge, rouge dans du vert, et attention surprise, on fonce du violet avec du jaune. Ne me remerciez pas, c'est d'habitude payant. Deuxième étape, on valorise une couleur en fonction de celle qui est à côté. C'est-à-dire, le violet aura l'air encore plus violet à partir du moment où il y a du jaune à côté. Les contrastes sont complémentaires. C'est pour ça que pour un peintre, et les impressionnistes vont le développer énormément, aucune couleur n'est moche en soi, ça dépend de ce qui va avec. Par contre, il y a un choix qui va mettre un peu de temps à supprimer le noir. Voilà, chez Guillaumin, on est en 71, c'est encore un peu sombre, un peu contrasté dans certaines toiles de Basile, c'est le cas aussi chez Caillebotte encore. On a un petit peu de cette touche qui se libère et qui empâte en jouant avec le rythme, mais on a encore du foncé quand on le compare
avec ces magnifiques paysages extérieurs de Pissarro. Là, on a très peu de noir, très peu de brun. Tout est fabriqué par le mélange de couleurs, d'une couleur et de sa complémentaire. La palette impressionniste s'éclaircit et elle correspond à cette observation de la lumière et du passage de la lumière. C'est ce qui fait que pour moi, Sisley est un des merveilleux impressionnistes. Il est anglais. Il lui aussi mourra sans connaître la célébrité. Elle va arriver beaucoup plus tard, sans avoir non plus la citoyenneté française qu'il souhaitait. Voilà, Sisley à Bougival, tout ça en amont de la Seine, à Moret, où il faudra que vous alliez faire un petit coup de bateau, même, ça pourrait. Et voilà un des chefs-d'œuvre de Sisley sur l'inondation à Port-Marly, où le rythme des couleurs, des touches, brun, orangé à côté de bleu, bleu à côté d'orangé, foncé à côté de clair, mais le foncé à côté du clair, il n'est pas fait avec du noir. Et puis, une des choses que je trouve passionnante, de l'écriture déformée par la perspective atmosphérique, on pourrait dire, c'est-à-dire plus les choses sont loin, plus elles sont floues, plus le pinceau va frottouiller la surface. Berthe Morisot, qui elle aussi va s'intéresser à l'extérieur et à la lumière, puisqu'on a là un vrai chef-d'œuvre du travail du blanc sur le blanc et du rythme qui permet par petites touches de faire comprendre le costume. Et le déjeuner sur l'herbe de Monet, qui inspirera le titre de Manet, rétrospectivement. Et on le voit sur cette petite nature morte très mignonne, l'envie de montrer les contrastes de couleurs et de lumière. Alors voilà ma petite récréation. Une merveille pas connue. Tous les deux on déjeunait sur l'herbe. Une merveille de chanteur. Finalement, qu'est-ce qu'il dit dans cette petite chanson, Le déjeuner sur l'herbe? Il a ajouté une rime plus contemporaine. C'est que l'impressionnisme nous a suggéré qu'il était la modernité parce qu'on voit des images de la vie de tous les jours, alors que Courbet l'avait fait, et que dans ce chef-d'œuvre, j'en ai pas beaucoup dans ma musette. J'aime peu le côté dragé de Renoir. J'aime le travail de son fils qui regarde son père. Ça m'intéresse. Ici, on a quand même une chose merveilleusement difficile, c'est les trouées de lumière sur les personnages à travers ce plafond que les arbres font lors du bal du Moulin de la Galette. On a peu connu Marie Bracmont, qui est la femme du céramiste que je vais vous montrer juste après, et graveur. Un merveilleux portrait des époux Sisley dans la lumière intérieure qu'on retrouvera beaucoup chez Degas. Ça nous permettra de faire la transition sur le Lautrec que j'avais vu plus loin. Armand Guillaumin, qui est assez peu connu, mais qui fait des merveilles. Et toujours Guillaumin avec les paysages qu'il fait à Crozant, dans le centre de la France, où il s'intéresse, on retrouve ce sujet chez Monet, on va y venir tout de suite, aux effets de lumière sur la neige. Et puis, toujours dehors, Cézanne, dont la rencontre avec Picasso va l'aider à sortir de sa période dite couillarde, avec du noir, de l'épaisseur, de la lourdeur, ce qu'on avait vu sur le tableau de l'enlèvement. Là, il y a une palette qui est libérée, dont il a supprimé le noir, et c'est Pissarro qui l'amène à faire ça. Pissarro est un artiste tout à fait passionnant, en ce sens qu'il est un grand passeur. Il va emmener et transférer ce savoir des impressionnistes jusqu'aux pointillistes. Voilà, Pissarro, le voilà sur la maison Rondest à Pontoise,
on a une sorte de construction d'un tableau qui est très ingrat. En fait, le sujet est compliqué à comprendre. Une femme qui avance avec une brouette dans l'ombre. On dirait que Pissarro s'est amusé à cumuler toutes les difficultés de la captation de la lumière, le contraste des branches sur le haut qui parfois sont dans l'ombre, parfois sont dans la demi-teinte, parfois sont dans la lumière. On ne sait pas d'où vient la lumière vraiment, elle vient de la droite, mais pourquoi est-ce qu'elle frappe de cette façon-là? Des ombres qui sont assez peu contrastées pour avoir cette ambiance un peu douceâtre qui plaît tant à Nougaro et qui évoque le bon temps de l'impressionnisme. Dernière idée importante à retourner, c'est que j'ai souvent entendu dire que les impressionnistes travaillaient vite parce qu'ils cherchaient à copier la photo. Eh ben, on est en 1872-75, la photo 1826. Et la photo, vous l'avez peut-être vu, elle cherche beaucoup à être précise, d'avoir un piqué net et non pas à faire des espèces de floutés. Ce qui va influencer l'impressionnisme, c'est ce Japon qui s'est ouvert à l'Occident et dont on reçoit des livres, des estampes, des objets nombreux chez un marchand merveilleux dont vous retiendrez le nom toujours puisqu'il s'appelle Bing. Pour un vendeur de céramique, c'est plutôt pas mal. Ce Japon artistique, on va le retrouver partout et Monet lui-même va collectionner beaucoup de ces estampes. Je voudrais vous faire découvrir Bracquemond, qui est donc un graveur dessinateur et qui va faire tout un service autour, inspiré par le Japon, des choses merveilleuses comme ça qu'on retrouve au musée d'Orsay et dans des pièces où il n'y a pas grand monde. Là, des choses qui jouent avec les vides, les pleins, avec le décentrement. On a des animaux, puisqu'on pourrait être on le regardera avec Van Gogh, dans un intérêt pour les animaux énorme, pour l'observation de la nature, pour un dessin au trait, mais toujours dans un jeu de décalage par rapport à la surface. Ce jeu de décalage, il est propre à la peinture japonaise et aux estampes, et il va beaucoup marquer le sens du cadrage des impressionnistes. Voilà, sur cette estampe, donc estampe, c'est un multiple, c'est une sorte de gravure sur bois qu'on a multiplié et qui est arrivée jusqu'à nous grâce à ça. On enverra des copies par Van Gogh. Chez Hiroshige, on a cet art de faire une perspective simple comme une perspective de décor de théâtre. On a un truc qui est devant, qui cache un truc qui est derrière, qui cache un truc qui est derrière, qui cache un truc qui est derrière. Et cette perspective simple, juste de formes remplies les unes devant les autres, vont permettre de libérer la couleur, de lui donner de l'autonomie. Une toile assez peu connue de Creuse de Monet, Un soleil couchant, qui est au musée de Colmar, qui devient presque une forme abstraite, et c'est vers ça que Monet va nous emporter. Une dernière comparaison japonaise, Sisley, voilà, un paysage de neige à Marly, qu'on a pu comparer avec une estampe d'Hiroshige. La simplicité de la perspective, des masses, un plan de ciel, un arrière-plan de montagne, presque frontal les maisons, les arbres bien rangés, les personnages et devant la neige. Des plans qui permettent de faire comprendre la profondeur sans nuancer trop la couleur. Et une fois que cette couleur n'a plus à être nuancée, c'est-à-dire on n'a plus besoin de faire du plus foncé au plus clair, ben on peut laisser la couleur être libre et être, comme ici, du bleu. On n'a pas besoin forcément, si vous regardez bien, la différence entre le clair et le foncé ici n'est pas très très forte. Elle est forte ici, mais c'est une sorte de contraste et de profondeur par la proximité, c'est-à-dire le foncé est à côté d'un clair, puis le clair à côté d'un foncé, et le foncé à côté d'un un peu plus clair, puis à peu près à côté d'un foncé. Chaque chose va jouer avec sa voisine, et c'est là que la peinture abstraite est en train de mûrir. Dernière chose sur Hiroshige, les estampes qui vont fasciner tout le monde sont des merveilles de simplicité, en fait, de construction. Et Monet va les collectionner, collectionner, collectionner. Quand on visite sa maison, on le voit absolument partout. Alors, ce qui m'intéresse de vous montrer dans cette deuxième partie, c'est deux choses chez Monet. La vie de Monet peut être coupée en deux étapes, très faciles à comprendre et qui sont au cœur de ma question du temps et de l'accélération du temps. Première étape, peindre vite, très 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 vite, aussi vite que le temps qui passe. Première folie, M. Monet. Deuxième étape, elle viendra à partir de Giverny, on va dire. Ne peindre plus vite, mais par contre, commencer à travailler en série pour faire une toile à 2 heures, faire une toile à 3 heures, faire une toile à 4 heures, et chaque jour la reprendre. Essayer de contourner le problème de
de l'immédiateté en reprenant ces images. On va regarder ça tout de suite, ces deux temps. J'ai montré Boudin, qui était le vrai maître au Havre de Monet, qui vient de là. Et comme je montre souvent ces petits pastels qui sont nombreux au musée du Havre que j'aime bien, on ne montre jamais Jonkin, l'autre, qui est un peintre hollandais qui habite dans ces endroits-là et qui fait une peinture très simple et qui joue justement avec la couleur la plus simple possible. Je montrais hier que les premiers Monet sont difficiles quand on cherche leur sujet. Et je vous disais hier que j'aimais beaucoup cette terrasse à Sainte-Adresse en ce qu'elle s'intéressait à cette mobilité du temps, donc la fumée qui avance, les bateaux qui se baladent, et puis un bateau qui part dans l'autre sens, les drapeaux, et puis l'ombre qui passe. Même chose sur ces pointillés qui cherchent à saisir, on ne sait plus trop si ce sont des reflets ou des personnages, s'il y a du monde et si la distance de confinement est respectée. On ne sait plus. Il y a toutes les couleurs partout, les ombres, les lumières sont difficiles à déterminer. Et puis, je vous le disais, cette morceau de toile, c'est le cas de le dire, de toile de drapeau, qui devient un sujet de peinture en soi, puisque les traits débordent du drapeau. Ce n'est pas raisonnable, ça, monsieur Monet. Il faut s'appliquer. Quand on dessine, on remplit correctement. Par contre, pour suggérer le vent et l'emportement de ces lignes, c'est fabuleux. C'est-à-dire, petit à petit, la touche est en train de quitter le rapport avec ce qu'on voit. Il ne s'agit plus de peindre de façon légère un objet ou un autre. C'est plus l'objet qui détermine, c'est la vitesse d'exécution qui va tout déterminer. Le sujet que va chercher Monet devienne compréhensible à partir de la compréhension de cet intérêt. Chercher à faire des choses qui bougent et qui vont vite. Des trains qui se déplacent avec des gens qui se baladent. Une impression de soleil levant. Le soleil est en train de se lever, c'est une belle journée. C'est l'ami, je ne peux pas en parler. Et les reflets qui sont en train de bouger, le bateau qui avance, on pourrait presque penser, et je ne suis pas loin de vous le dire, que ce bateau-là, c'est celui-là, puis c'est celui-là. On n'est pas loin du cinéma qui n'existe pas encore. 1895, là je suis en 72, impression soleil levant. Par contre, on est proche du cinéma dans ce qu'on va appeler la persistance rétinienne, c'est-à-dire, vous savez sans doute qu'il y a 24 images par seconde, c'est-à-dire c'est des photos fixes, mais que notre œil n'a pas le temps de voir passer chaque image et qu'il a donc l'impression qu'il y a le mouvement. Voilà, il va se falloir pour Monet aller à toute vitesse pour suggérer ce mouvement. Le mouvement va se suggérer par des grandes coulées de peinture liquide où on voit le dessous de la toile, par des empattements mais qui sont assez caressés, par des empattements plus forts, et puis par ce retour de la tagliatelle et de la virgule. On a à l'intérieur de la toile une façon d'imbriquer des formes de masse d'ombre et de lumière qui fait qu'on a du mal à repérer qu'est-ce qui est en train de se passer et où est ce train. Il nous faut un peu de temps pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Et le temps à représenter dans les sujets atmosphériques, dans le climat, en fait, tous les sujets de Monet vont être des effets de neige, des effets de brouillard, des effets de pluie, du train qui se balade. Tout va l'intéresser pour ça, mais pour chercher à faire comprendre ce temps, il va jouer avec le temps de révélation à l'œil du spectateur, puisqu'on cherche à impressionner le spectateur. Voilà, plein de bordel dans le fond qui font que la fumée, elle est devant, et puis derrière, on ne voit pas trop ce qui se passe. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dès qu'on veut voir quelque chose, il y a toujours quelqu'un devant. Est-ce que c'est des gens? Est-ce que c'est des barils? Un type en train de charger, deux, puis trois. Voilà, l'œil pétille, cherche des repères. On a des grandes verticales qui permettent un peu de se repérer. Une clarté qui sort sur un foncé. Et on est à la frontière, si on peignait avec eux, d'être dans le cacaboudin, c'est-à-dire la peinture est prise directement sur la toile, peu de mélange de couleurs. On pose la couleur l'une à l'autre, et quand le pinceau à l'huile touche trop de blanc ou trop de foncé, le cacaboudin est inventé. C'est une recette universelle. On vous a dit de mélanger une couleur et sa complémentaire. On n'a pas dit de mélanger plus de 3 couleurs sur un pinceau, sinon ça va faire n'importe quoi. Et voilà mon effet cinématographique que je voulais vous décrire et qui m'intéresse chez ce Monet de la première période qui va à toute vitesse. Ce champ de coquelicots qui pour tout le monde symbolise la simplicité de l'impressionnisme, la gaieté de la vie extérieure, et qui, je le disais, chez les futuristes, on le verra à la fin, recèle pour eux pas beaucoup d'idées, pas beaucoup de discours finalement. Quel est le sujet? Il n'y en a pas tant que ça.
Et c'est aussi ce qui fait son succès d'ailleurs. C'est une peinture en un sens complètement dépolitisée. Elle pourrait être de n'importe quelle époque. Elle pourrait montrer une petite dame d'aujourd'hui et on trouverait ça charmant tout autant. Je ne dis pas qu'il faut que toutes les œuvres soient politiques. Je dis juste que le plaisir qu'on y trouve fait partie sans doute de ce regard qui a l'air d'être lointain par rapport au sujet. Par contre, ce qui est passionnant chez Monet, c'est qu'on a cette touche qui est virevoltante. On a des fleurs un peu importantes qui se rythment et qui sont petit à petit en petites touches qui se rejoignent. Tout un quart entier de la toile qui regroupe tout ça. Sa femme et son fils qui sont dans les champs de coquelicots tournent la tête, on les voit à peine. La clarté du ciel qui est très très forte au loin. Et puis un deuxième morceau. Deux autres personnages qui les suivent. Peut-être bien les mêmes qui ont avancé. Et Monet s'est dit, tiens, je vais les laisser. Ce serait bizarre d'avoir deux petits couples qui se suivent comme ça avec une distance de confinement. Non, non, il a fait les deux. Et puis on a l'avancée dans ce champ de coquelicots et sa sortie. On a une bascule entre presque un tiers du tableau qui est rempli de rouge et le reste qui est vide. Les personnages ont avancé et Monet, par ses stratagèmes qui est digne d'un travelling de cinéma qui n'existe pas encore, nous a fait comprendre le temps qui passe. Voilà, les régates à Argenteuil, le pont fait que le train passe sur le pont et on ne le voit pas. Les personnages sont absents, mais ils sortent de la page, ces bateaux. Et finalement, ce qui devait être au milieu de la toile, pour savoir de quoi parle cette peinture, on ne le sait pas trop. Ce sont les effets de lumière, le nuage qui change et la diffraction des motifs sur l'eau qui est caressée par le vent. Même chose sur ces femmes à l'ombrelle dont je vous parlais de Monet, qui vont faire une série voilà, en contre-jour, un contre-jour extraordinaire, où la masse d'ombre sur le premier plan devient une espèce de rythme, de couleur, sans noir, passionnant à regarder, et un petit portrait de son fils, merveilleux. Monet, revenant à Paris, va s'intéresser toujours à ces effets d'atmosphère, à la gare Saint-Lazare, où Renoir raconte avec malice que Monet, avec un toupet de commissaire de police, montre une fausse carte pour faire croire qu'il fait partie de la SNCF, je ne sais pas si elle existe et si elle a ce nom-là à ce moment-là, pour se poster son chevalet et peindre en extérieur. On est plutôt dans un hangar dans l'ombre, on a plutôt des objets qui devraient être très noirs et on a une palette qui est très très claire, mais où les immeubles haussmanniens sont complètement confondus avec ces nuages de fumée et ces déformations de personnages. Entre ce contraste-là, ce contraste presque abstrait qui nous ferait penser à ces grandes touches de Boldini, une peinture très enlevée, ça va beaucoup marquer la peinture académique. Voilà, une palette totalement différente selon les heures du jour, selon extérieur de la gare Saint-Lazare, effet de soleil. Il note l'heure où il le fait et l'effet qu'il veut produire. Ce que Monet est en train de faire dans sa course et la bascule qui est en train de se faire et la troisième partie du cours est en train d'arriver, c'est que Monet cherche un effet de lumière à une heure donnée, à un moment donné. Il cherche à la produire sur le spectateur plus qu'à à courir après. Par contre, il court après en commençant plusieurs toiles et commence la bascule vers quelque chose de proprement moderne que l'impressionnisme invente avec Monet, l'idée de faire des séries. Voilà, ce que Monet va peindre, ces effets de neige au petit matin, de brume et de givre, ces effets de mer agitée, quand même, la capacité de se casser la tête avec des sujets les plus improbables possibles. Voilà, Étretat sous la pluie. C'est une idée de balade, mais qui pourrait quand même se discuter. Si vous vous souvenez de la petite estampe japonaise avec ses effets de pluie, on voit que ça l'a intéressé. Par contre, la palette est différente. C'est l'effet de perception. Si vous plissez les yeux, si vous regardez cette toile, vous verrez que les éléments petit à petit se reconstituent et que vous devinez des petits contrastes qui donnent des repères dans l'arrière-plan. Ce Japon artistique qui a tant intéressé Monet, c'est lui qui va donner à Monet cette décision de basculer dans cette deuxième partie de sa carrière, chercher à être un œil seulement qui capte un instant, impression au soleil levant, c'est une folie en fait. Et Monet va comprendre que petit à petit, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de se poser à un endroit donné,
prendre l'objet le plus neutre possible parce que ça pourrait être une case africaine. Vous savez, c'est une boîte là qui est devant nous, qui ressemble à presque rien. Par contre, on va l'étudier en hiver. On va l'étudier avec une lumière du printemps. On va l'étudier avec une lumière d'hiver quand il commence à faire un peu de soleil, avec cette systématisation dont on a parlé, hein. Ombre bleue, lumière orangée, rouge et vert, rose, vert, violet, jaune orangé, avec des contrastes qui font qu'on n'est plus devant qu'un morceau de peinture, en soi presque. Et si vous en avez l'occasion, et c'est là que c'est une merveille, finalement, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Presque pas la peinture, presque pas le sujet, bien sûr, le sujet est presque abstrait. Une mode de beurre, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? On a peu de repères pour s'en sortir. Non, ce qui est passionnant, c'est de se retrouver devant plusieurs toiles, et si l'occasion vous en est donnée, puisque les Japonais s'étaient amusés à faire des séries du mont Fuji, 36 vues du mont Fuji. J'en parlerai avec Van Gogh. Le même objet peint plusieurs fois sera peut-être plus compréhensible si on en fait plusieurs versions. Et vous, spectateurs, vous comme moi, on a envie d'avoir les meules de foin les unes à côté des autres pour comparer, pour regarder et pour, comme dans une bande dessinée, dans l'intervalle qui sépare chacune de ces toiles, ben, avec notre cerveau, de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a avancé, comment ça s'est séparé. Le coup de génie de Monet dans cette série-là, dans le travail en série, va être de se baser sur la sérialité, justement, c'est-à-dire chaque toile complète l'autre. La toile n'est plus valable en elle-même, le sujet n'est plus valable en lui-même, il est complémentaire de ce qui est autour. Et cette complémentarité, elle va toucher le spectateur encore plus fort. Alors, si vous n'avez jamais vu la cathédrale de Rouen, je n'enverrai personne en exercice imposé la peindre ou la dessiner. Monet va prendre une chambre et essayer de s'intéresser à ce morceau de dentelle qui est à la fois rigide, dur et en même temps déjà vibrant d'un détail que l'architecture gothique est capable de faire comprendre. Voilà, une série de jours, de soirs, dont on peut donner les heures, de brouillard, effet du matin sur la façade. C'est la série qui vaut plus que la toile individuellement. Ça, c'est proprement moderne. Ça, c'est ce qui me fait appeler le chapitre qu'on a commencé hier. Le travail, c'est le progrès et le rythme du travail, c'est ça l'art. On va de plus en plus ne plus s'intéresser à la série et à la démarche de l'artiste et à l'évolution de son travail plus qu'à l'œuvre elle-même. L'œuvre en elle-même, chez David, on avait les fils de Brutus apportant les corps et l'œuvre se suffisait à elle-même. Ici, on a une œuvre qui, après Delacroix et un peu dans son esprit, touche le spectateur, cherche à lui faire déchiffrer en fait. Là, aucun robot n'arrive à repérer qu'est-ce qui est devant nous, aucun animal. Il faut vraiment un animal humain qui va petit à petit, avec son cerveau, reconstituer tout ça. Et puis, un peu moins connu, une série qu'a fait Monet de montagne. On n'est pas loin de la peinture japonaise, c'est rien de le dire, avec des effets de rosée et avec cette touche variée selon les endroits où elle se trouve. Alors, une merveilleuse chose nous attend, c'est que Monet meurt tard. Quand il meurt, Picasso a 48 ans. Monet va voir passer la Première Guerre mondiale, il va devenir une légende. Et une légende rencontre une autre légende. Il s'installe à Giverny, il achète cette maison parce qu'il se dit, je vais peindre tous les jours le même endroit. Il fait aménager un jardin que tout le monde adore et visite tant, où il va programmer ses floraisons avec les gammes de couleurs qu'il veut, faire creuser un bassin et tous les jours à la même heure se retrouver sur la même toile, au même endroit pour peindre le bassin. Et je voudrais vous montrer Guitry qui justement s'amuse à filmer Monet en 1915 avec une intention un peu franchouillarde.
Je rêve d'écrire un livre qui s'appellerait La vie exemplaire de Claude Monet, car il ne me semble pas qu'on puisse imaginer un être plus parfait que lui. Son existence fut pure d'un bout à l'autre. Nous sortions de table un jour et nous étions dans son atelier quand il me dit « Figurez-vous qu'une Américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé de lui donner en plus un de mes pinceaux. Je me demande l'intérêt que cela peut avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées baroques. Vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas. Et la preuve, c'est que je vais vous en demander un aussi. Un de mes pinceaux. Oui, ça vous ennuie? Pas du tout. J'avançais la main vers une trentaine de pinceaux très usagés qui se trouvaient là, alors il m'a dit « Oh, prenez-en au moins un neuf qui puisse vous servir à quelque chose. » J'ai choisi le plus vieux. Les débuts du cinéma, 1915, ça a été créé en 1895. À 82 ans, Monet respirait encore la force et la santé. C'était un chêne. Il paraissait invulnérable. Comment, par où la mort allait-elle le prendre? Eh bien, elle le prit par la ruse, lâchement. Elle s'attaqua à l'organe le plus précieux de ce grand homme, à sa raison d'être, à sa raison de vivre, à ses yeux. Oui, le destin commit ce crime et troubla sa vue avant de lui fermer les yeux. Un après-midi vers 5 heures, il cessa tout à fait de voir. Alors il se coucha et désormais ne voulut plus se relever. Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Tenant sa promesse, Blanche Monet télégraphia à Clémenceau qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde, sauta dans son auto et pendant 700 kilomètres, de Saint-Vincent-sur-Jard à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier à Brabant, son chauffeur, « Plus vite, plus vite, plus vite !» Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps, et Monet mourut dans ses bras. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux et émouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, Clémenceau le lui prit des mains. « Non, dit-il. » Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha l'un des rideaux de toile fleurie, et lui-même il encouvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix « Pas de noir pour Monet, le noir ce n'est pas une couleur. » Toujours un peu grandiloquent, le monsieur Guitry. Mais une merveille, ce film, ceux de chez nous, 1915, vous le trouverez sur Internet. On y verra et ils vont revenir dans les épisodes qui viennent, puisque le travail comme progrès en art sera chez Rodin et il filmera même Degas. On a des petits tableaux de Manet derrière lui et on vient de voir une tête de Rodin de Clémenceau. La dernière partie du travail de Monet, et c'est ça qu'il faut que je vous fasse découvrir, c'est que cette possibilité de travailler sur toile va lui faire faire des choses d'une audace invraisemblable. Qui pourrait dire où est le haut du bas de cette toile? Qui pourrait dire que ce n'est pas déjà de la peinture abstraite? Et c'est sans doute pas la déformation optique des problèmes d'yeux qui sont la seule explication de ça. On pourrait trouver de façon plus simple, voilà, des reflets dans l'eau. Il va zoomer avec ses yeux sur l'étang qu'il a fait construire et peindre ainsi à la fois ce qui flotte à la surface et à la fois ce qui se reflète du ciel hors champ. On avait déjà dit que le hors champ intéressait les modernes, et à la fois ce qui est sous l'eau, une espèce de confusion complète de ce qui serait dessus, dessous. Heureusement, la signature nous aide encore à nous repérer. Plus de contraste très fort et une touche qui est invraisemblablement variée. Une touche qui va beaucoup plaire à une femme artiste qui va venir vivre à Giverny tout près des années après sa mort. Voilà les nymphéas les plus connus où on a finalement dans les bleus qui sont ici les reflets de l'arbre qui sont hors champ. Voilà, John Mitchell, qui est une femme artiste dont voici les peintures. Une peinture très très gestuelle, très puissante des années 1950-1960, qui est marquée évidemment par le Monet, dont le travail en rythme, en vigueur, a aidé à décomplexer le jeu de couleurs et le jeu de touches, qu'on retrouve très puissant comme une espèce de calligraphie japonaise. Et aussi ce travail en série qu'on va retrouver un peu partout.
c'est le Monet qui va donner son nom à l'impression Soleil levant que Louis Leroy, sous forme de boutade, dira dans le Charivari, journal satirique encore de la presse qui avait inventé Philippon cette comparaison du portrait de Louis-Philippe avec une poire, qui dit en voyant ce tableau, impression, impression, je me disais bien que j'étais impressionné. Alors ma conclusion est en musique encore. Écoutez le petit clin d'œil sur la fin de la chanson.